Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce premier talk du Meetup sous le thème Node.js. Moi, c'est Alexandre, donc je suis développeur Node.js et React.js chez Abil. Et ce soir, en fait, je vais vous présenter mon aventure avec Express, ce que j'ai découvert au niveau des middleware. Et au final, on va voir en quoi en fait, ces middleware représentent l'incarnation de la chaîne de responsabilité dans le monde Node.js. Donc c'est parti. Qui parmi vous a déjà utilisé ou utilise Express.js? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Gardez cette main levée, s'il vous plaît. Et qui parmi vous, finalement, est plutôt à l'aise, connaît bien cette notion de middleware? Et parmi ceux qui gardent la main levée, vous savez que derrière les middleware va se cacher un design pattern qui s'appelait chaîne de responsabilité. Avant le meetup. D'accord, très bien. Je pense que ce soir, on va apprendre pas mal de choses. Donc, juste un petit rappel sur Express.js. Donc, qu'est-ce que c'est Express.js? Donc, Express.js, il ne faut pas le décorréler de Node.js. Donc, Express.js, c'est ce qu'on appelle un framework web Node.js parce qu'en fait, Express va utiliser les fonctionnalités core de Node.js pour au final, en fait, augmenter, étendre les fonctionnalités de Node.js. Donc, Express.js, en fait, crée une surcouche. Donc, c'est un sucre de syntaxe. Et grâce à ça, en fait, il va mettre en place un meilleur système de routing et faciliter la création en fait, d'un serveur web complexe grâce au middleware. Donc au final, grâce au routing et au middleware, ces deux notions en fait, ont fait la popularité de Express dans le monde Node.js. Donc, les core contributeurs en fait, de Express, quand ils présentent Express, parlent de middleware pattern. Donc là, avant de voir ce que c'est un middleware, on va plutôt se concentrer sur le mot pattern. Parce que avant de venir en fait, dans le monde Node.js, j'avais fait un peu de Java et de C#. Et moi, ce pattern, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle le terme design pattern. Et finalement, je me suis dit, est-ce que le middleware pattern, c'est un design pattern? Il s'est avéré que oui. Mais par contre, en regardant la liste que j'avais des design patterns quand j'étais dans le monde Java, par exemple, en fait, je ne retrouvais pas ce middleware. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce que finalement, entre le monde Java et le monde Node.js, il y a une différence en fait, de ce terme design pattern? Est-ce que c'est la même chose? Et au final, la réponse est quoi? C'est oui et non. En fait, oui, c'est la même chose en fait, de la définition de ce qu'on fait d'un design pattern, mais non, en fait, quand les personnes en fait, parlent de design pattern, de quoi ils parlent? Et pour comprendre ça, il faut remonter en fait, dans les années 90, lorsqu'est apparu au final, pour la première fois, ce mot design patterns. Et en fait, c'est 4 personnes qu'on appelle le Gang of Four, qui sont un peu des auteurs qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Design Patterns. Et en fait, ces auteurs sont un peu légendaires en fait, dans le monde du génie logiciel, qu'ils ont un peu révolutionné le monde du développement informatique. Et ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Design Patterns. Et en fait, ils ont catalogué 23 design patterns. Et parmi en fait, ces 23 design patterns, le middleware n'en fait pas partie. Et pourquoi? En fait, là, il faut faire une distinction. En fait, il y a eu le design pattern d'avant, donc les 23 du Gang of Four, et au final, les nouveaux qui sont venus, comme le middleware pattern. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, du coup, maintenant que vous savez ça, il y a un peu cette distinction d'avant-après. Par exemple, un jour, si vous êtes en entretien d'embauche, un design pattern. Et en fait, quand ils vous disent ça, ils font référence aux patterns du GOF, qu'on appelle les patterns historiques du GOF. Et là, si un jour, peut-être, vous pouvez les taquiner un petit peu, leur dire, moi, je connais le middleware pattern. Et là, si eux se basent sur cette liste, finalement, des patterns du GOF, finalement, ils vont vous dire non. Et là, vous pourrez leur expliquer pourquoi c'est un design pattern. Autre question que je me suis posée, finalement, je me dis, tiens, c'est bizarre, ce design pattern dans le monde Java, dans le monde Node.js, on a pu les implémenter. Donc, vous connaissez certains design patterns du GOF, j'en suis sûr. Je peux vous par exemple, le singleton, par exemple. Le singleton, la factory, c'est eux qui ont fait ça. Et au final, comment en fait, finalement, ce terme design pattern a pu transvaser entre un monde Java et un monde JavaScript? Parce que le Java, c'est un langage qu'on dit objet traditionnel. Et le JavaScript, c'est un langage objet
mais basé sur les prototypes. Comment ils ont fait? Eh bien, pour savoir pourquoi en fait, on peut transvaser ce terme design pattern, bah, il faut repartir sur la définition de ce qu'est un design pattern. Donc, qu'est-ce qu'un design pattern? Donc, un design pattern, c'est une solution face à un problème récurrent dans un contexte particulier. Là, pour se donner un peu une image, moi, ce qui m'aide, bah, c'est la recette de cuisine. Et qu'est-ce qui compose un design pattern? Un design pattern est composé au final de son nom, comme chaîne de responsabilité ou singleton, de son problème, de sa solution et de ses conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, en fait, on vient de répondre au pourquoi on peut transvaser ça entre différents types de langage. Finalement, c'est parce que le cœur du problème, le cœur de la solution reste les mêmes. Ça reste la même chose qu'on soit dans un monde Java, qu'on soit dans un monde Node.js, mais c'est la solution qui va en fait différer. Bah là, finalement, on vient de répondre un peu au pourquoi. Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir, par exemple, comment ça a été fait. Bah là, on va prendre justement l'exemple de ce qu'est la chaîne de responsabilité. Donc, on y arrive enfin. Donc, la chaîne de responsabilité, bah, c'est un design pattern du GOF. C'est un pattern historique. Bah, qu'est-ce que c'est en fait? C'est en fait que l'expéditeur… Qu'est-ce que ça veut dire? On va s'aider d'un schéma pour expliquer tout ça. C'est qu'en fait, on a un client qui va faire une requête, une demande. Donc là, l'avantage, c'est qu'il va juste laisser cette requête ici. Il dit, bah, tiens, bah, j'ai une requête. Et en fait, cette requête sera transmise en fait, à un ensemble de services qu'ici que j'appelle handler. Et au final, qui sont au final susceptibles de la traiter ou pas. On n'est pas obligé de la traiter. Et la particularité de tout ça, c'est que ces services et handlers, en fait, sont chaînés. Ça veut dire que le handler est chaîné au handler 1, etc., ainsi de suite. Et au final, la requête, la demande, bah, est transmise en fait de service en service. Et au final, bah, elle est transmise jusqu'au traitement de la demande, ou pas. Et au final, en fait, la chaîne de responsabilité, c'est juste ça. Du coup, qu'est-ce que ça apporte au final? C'est hyper simple au final, mais ça apporte plein de choses. Donc, ça apporte déjà deux notions de découplage. Il y a un découplage entre le client qui fait la requête et tous les destinataires qui vont traiter la demande. Il y a une indépendance. Il y a un découplage notamment entre chaque service, chaque handler en fait, n'a pas besoin finalement de connaître tout le maillon de la chaîne, n'a pas besoin de connaître ce qu'a fait le handler 2 ou ce qu'a fait le handler 1. Au final, chaque handler a sa responsabilité. En fait, d'où le mot chaîne de responsabilité. Chaque handler a sa propre vie et il reçoit la requête, il dit « Bon, ok, j'ai cette requête, est-ce que c'est pour moi? Oui, bah, je la traite. Si ce n'est pas pour moi, je la transmets à la chaîne. » Mais il n'est pas obligé de la transmettre par contre, comme on verra tout à l'heure. Et au final, bah, ça apporte, en plus du découplage, bah, finalement, ça apporte aussi beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire que c'est le développeur, celui qui va construire la chaîne, qui va décider l'ordre des handlers, de l'enlever ou pas, de prendre un handler d'un service en fait, qui vient d'une autre personne et de l'intégrer à ce chaînage. Donc voilà toute la puissance en fait, qu'apporte la chaîne de responsabilité. En fait, la chaîne de responsabilité vous donne du pouvoir. Et en fait, qui dit, du coup, vu que vous avez beaucoup de pouvoir, il y a des conséquences. Donc au final, un grand pouvoir bah, implique de grandes responsabilités. Et on parlait de conséquences tout à l'heure. Eh bien, bah, la conséquence, c'est quoi en fait? Les conséquences d'un design pattern, il ne faut pas voir un design pattern en fait comme une formule magique. Quand on choisit une solution à un problème, on choisit ce design pattern, on implémente la solution, eh bien, il y a toujours des conséquences. Là, la conséquence, bah, justement, c'est que l'ordre des handlers, des services est important. Autre conséquence, finalement, c'est que si la requête n'est pas traitée, qu'est-ce qui se passe? C'est à nous de gérer ça. En fait, le développeur, bah, au final, a beaucoup plus de responsabilités, mais beaucoup plus de puissance. Une autre question, bah, ce qui peut se poser, c'est la question des performances. Qu'est-ce qui se passe si on chaîne 50 services? Comment on joue les performances? Donc, on a vu le pattern chaîne de responsabilité. Maintenant, en fait, comment c'est fait dans le monde Node.js? Donc là, vous le savez un petit peu, au final, c'est à travers les middleware dans Express. Mais c'est quoi un middleware en fait, dans Express? Donc la définition est ainsi, c'est un ensemble de services, souvent sous forme de fonctions, organisées en fait en pipeline. Donc là, pensez un peu chaînage. Et au final, cette pipeline est responsable des requêtes HTTP qui lui sont transmises
Et cette requête est transmise de fonction en fonction jusqu'à son traitement où il n'est pas obligé de la traiter. Et ensuite, il renvoie une réponse. Donc là, au final, la définition d'un middleware est quasi identique en fait à celle de la chaîne de responsabilité. Et pour ceux qui connaissent quand même bien les middleware, vous allez me dire finalement, mais les middleware, ça ne fait pas que ça. Oui, les middleware, ça ne fait pas que ça. Pourquoi? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le middleware, en fait, c'est un pattern qui est composé de d'autres design patterns. Donc là, pensez un peu recette de cuisine. On n'est pas obligé de créer une recette de cuisine de A à Z, mais on peut utiliser d'autres recettes de cuisine pour faire cette recette de cuisine. Donc un design pattern, finalement, de quoi il est composé? La chaîne de responsabilité, comme on le connaît. Un autre design pattern dont on ne va pas parler ce soir, mais que je vous invite un peu peut-être à découvrir, c'est qui s'appelle intersection. Une autre définition de middleware, c'est qu'on dit, en fait, on parle de fonctions, mais on parle aussi de filtres. Donc, comment c'est fait finalement au niveau code? Mais là, on va passer un petit peu au code. Donc, très simple. Je vous avais dit que c'est une fonction. Donc, forcément, on a le mot fonction. Et finalement, on a trois paramètres. Donc, la request, qui est la requête émise par le client, donc une requête HTTP. La response qu'on veut renvoyer, ou pas en fait. Et un next, en fait, qui est une fonction. Ce next, en fait, va permettre, si on doit l'appeler, pour permettre d'appeler la prochaine fonction dans la pipeline. Au final, pour démarrer Express, c'est hyper simple. C'est juste les 4 lignes. On récupère une instance d'Express, on le démarre sur un port 3000 et boum, c'est parti. Mais là, pour l'instant, ça ne fait rien. On va s'amuser, on va créer des middleware. On va créer finalement 3 middleware. Donc là, on va créer un first middleware. Finalement, là, on respecte bien la signature. On a bien la signature, on a bien la requête, la réponse et le next. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Au final, c'est assez simple. On va juste écrire middleware 1. Ensuite, on va appeler la prochaine fonction si elle existe. Ensuite, ça, c'est un peu la surprise d'après qu'on va découvrir. Ensuite, on fait un second middleware. À peu près pareil, il écrit middleware 2, il fait un next, il va appeler le prochain. Un hello middleware qui fait juste un hello world. Jusque-là, on est d'accord, on a des middleware. Mais finalement, on n'a pas ce chaînage. Comment est fait le chaînage dans Express? Eh bien là, c'est la mise en place du pipeline. Donc c'est aussi simple que ça, on fait un app.use. App.use, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, le app.use, chaque requête qui passe ici va taper sur le app.use. Et là, ce qu'on fait, on fait app.use, on lui donne le premier middleware et le second middleware. Et là, ce qui se passe derrière, c'est que Express derrière a ce qu'on appelle un middleware manager. Le middleware manager, c'est lui qui va avoir une stack en fait, un tableau qui va push en fait au final ses fonctions. Donc là, on veut chaîner le premier middleware, on chaîne le second middleware. Donc voilà. Ici, app.get, c'est un peu spécial. Là, c'est au niveau de l'URL. Si on tape la route hello au niveau de l'URL, on veut aller sur ce middleware. Donc on le chaîne. Mais elle sera seulement appelée seulement si on va sur la route hello. Et là, finalement, là, c'est un autre chaînage. On chaîne un autre middleware. Et au final, on n'est pas obligé d'écrire une fonction et de l'externaliser. En fait, ce qu'on peut faire, c'est juste faire une fonction anonyme. Donc, c'est qu'il écrit middleware 3. Donc, voici ce que ça donne au final au niveau du code. Le deuxième, le troisième, la création de la pipeline qu'on a jusqu'ici. Donc voici le code. Du coup là, c'est à vous de jouer. Du coup là, si je tape l'URL localhost 3000, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Il y a une bière, si vous y arrivez. Donc revoici le code. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Peut-être dire au final ce que fait ce code. Si je tape localhost à la route racine, qu'est-ce qui sera printé? C'est juste une personne. Ouais, vas-y. Alors moi, console log, on sample app avec le port 3000. Un port 3000. Non. Qui n'est pas d'accord? C'est plus simple. Une autre proposition? Oui, au fond? Il ne va rien se passer? Une autre personne? Non, il y a 404. Parce qu'il n'y a pas le slash, le slash. Il n'y a pas de Ok, là on va tester. Le plus simple, c'est de le tester. Au final, si je tape localhost 3000, ça me donne ça.
Ça me donne middleware 1, middleware 2, middleware 3. La particularité, middleware 2 again, middleware 1 again. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va retourner sur le code. On va y aller petit à petit. On va retourner un peu sur le code et voir un peu ce qui se passe. Au final, là, on a chaîné les middleware. Donc, en fait, quand on tape une requête, à chaque fois qu'on fait un point use, la requête passe ici. Donc là, on fait un first middleware. Finalement, ici, first middleware, il remonte là. Il fait un response write, d'où le middleware 1. Il fait un next. On appelle la prochaine fonction qui a été chaînée. La prochaine fonction chaînée, c'est le deuxième middleware. Donc le deuxième middleware, ce qu'il fait, ok, je suis là, j'ai écrit middleware 2. Il fait un next, il prend le prochain. Et là, on peut dire qu'il va peut-être au get, finalement non, parce qu'on n'a pas tapé la route /hello. Donc finalement, il dit, est-ce qu'il y a une nouvelle route? Oui, ici. On a déclaré, en fait, on a chaîné un autre middleware. Donc d'où le middleware 3. Mais au final, le JavaScript, c'est quoi? C'est des fonctions. Donc ça continue. Là, on a fini le next. En fait, il va remonter, il a fini le next. Ok, j'ai fait le next, il a affiché ça. Lui, il renvoie undefined. Hop, qu'est-ce que je fais? Middleware 2 again. Et là, il remonte encore. C'est la fonction 1 qui a fini ici. Il fait rest.write middleware 1 again. Et là, on finit la requête. C'est ce qui s'est passé. Donc là, au final, si au final, je tape la route hello, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un veut se relancer maintenant qu'on a compris un peu comment ça se passe? Ouais. Normalement, il va faire middleware 1. Ouais. Ensuite, il va faire middleware 2. Ouais. Ensuite, middleware 3. Ouais. Ensuite, il remonte à 2 again. Ouais. Ensuite, il remonte à 1 again. Ouais. Et du coup, il fait pas le. Il finit par le hello? Il en reste pas un hello. Ou alors, il met le hello en premier. Ok, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au final, il va faire… Bon, on va réitérer. On retape hello. Hop, il revient là. Là, cette route, comme je vous l'ai dit, elle est tout le temps tapée. Donc, elle est tout le temps tapée. Donc, on va écrire middleware 1, hop, next, middleware 2, hop, il écrit. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, il tape ici, en fait. Parce qu'on a tapé la route hello. C'est du chaînage. Donc, il va regarder au final, hop, j'arrive là, c'est le path correspond à hello. J'y vais. Hello middleware. Boum, j'ai écrit hello world. Mais à votre avis, est-ce qu'il passe ici ou pas? Au troisième. Exactement, il n'y a pas de next, on n'appelle pas de next. Là, je vous disais, il y a beaucoup de conséquences. Le développeur, c'est à lui de construire sa chaîne. Si vous ne faites pas de next ici, jamais il ira ici. C'est à vous de… Hop, il va remonter, middleware 2 again, middleware 1 again. Et ce qui se passe au final, ce qu'on dit en fait aussi des middleware, c'est que on dit qu'il y a du pré-processing et du post-processing. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est qu'au final, vous pouvez faire quelque chose ici sur la requête, boum, next. Vous pouvez faire quelque chose après sur la requête. Quand ça revient ici, on fait du post-processing. En fait ici, là je ne l'ai pas en exemple, mais par exemple si dans le second middleware, j'avais créé une rec, par exemple, .test égale quelque chose. Après le next ici, en fait, quand on console log un rec.test, on a cette donnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que la requête et la réponse sont renvoyées de middleware en middleware, mais en fait, c'est des références. C'est des références. En fait, chaque fonction porte une référence sur l'objet. D'où à chaque fois qu'un middleware modifie en fait cet objet, tous les autres middleware, vu qu'ils ont la même référence d'objet, seront aussi modifiés. Donc au final, voilà notre chaîne, voilà comment un peu la chaîne de responsabilité est construite dans les middleware. Les middleware, c'est carrément la définition de la chaîne de responsabilité, avec l'intersecting filter un petit en plus. Donc comme vous avez vu, on chaîne. La requête est transmise de fonction en fonction. C'est nous qui décidons de la passer ou pas. Beaucoup de flexibilité, mais des responsabilités en plus pour celui qui va développer ce middleware. Au final, tout ça, qu'est-ce que ça m'a appris? C'est que quand je suis venu découvrir Node.js et le monde des middleware, c'est que derrière chaque nouveauté, en fait, se cachent en fait un peu des fondamentaux. Par exemple, des design patterns qui datent carrément des années 90. J'étais pas né. Et finalement, on peut le regarder. C'est vraiment intéressant de creuser. Ça prend du temps. Et en fait, plus on creuse, plus ça devient compliqué. Mais c'est ça qui est fun. Et je voulais juste ce soir, finalement… Merci de votre écoute.
sais pas si on a dépassé le timing. Personne n'a chronométré. Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à ce qui est dit? Oui. Ouais, une question par rapport à la question des next comme ça. Ouais. Ça nous oblige aussi à être très rigoureux sur le code. Exactement. Comme c'est l'un après l'autre. Ouais. Donc il n'y aurait pas un truc. Alors, je trouve ça très bien. Mhm. Mais le problème c'est qu'on peut vite. Ouais. Bah, toute la difficulté. En fait, là, ouais. Pardon? Répétez pour la caméra. Ouais, bah, la question a été en fait, vas-y, Je me demandais si c'était pas un peu la problématique de cette façon de faire, c'est qu'il fallait être rigoureux sur la façon de coder, parce qu'on pouvait voir qu'il suffisait d'inverser et on pouvait tout fausser ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est comme ce que je parlais tout à l'heure, c'est que finalement, on a une solution hyper flexible, beaucoup de pouvoir, on peut faire des trucs de ouf, on peut changer l'ordre, on peut même utiliser, on ne les a pas vus, mais on peut utiliser des middleware faits par d'autres personnes. Mais au final, bah, la responsabilité, elle est celle du développeur. C'est ça les conséquences. Il y a toujours des conséquences. Et du coup, il faut être assez carré en fait. Du coup, ça peut donner des nœuds au cerveau quand c'est fait bizarrement. Mais c'est la responsabilité de celui qui construit la chaîne de bien construire en fait ses next et où ça s'arrête. La difficulté en fait quand vous faites une grosse pipeline dans une grosse architecture, c'est qu'au final, il faut repérer qui fait les next, où ça va. Et l'autre difficulté, c'est de savoir où ça s'arrête, qui l'arrête, pourquoi. Il faut et ça, c'est la responsabilité de la personne qui va mettre en place cette chaîne de responsabilité. Enfin, c'est la pipeline de middleware, pardon. J'espère que ça a répondu à ta question, c'est bon. D'autres questions, oui, au fond? Moi j'ai une question sur le next. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que le next en fait appelle forcément la middleware d'après. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un truc où ça appelle genre la deuxième fonction après, ou la troisième, ou la NTH De ce qui me semble, non, c'est pas donné pour, parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, derrière, il fait un handle. Il y a une fonction qui s'appelle handle qui start la pipeline de processing. Et en fait, il a une variable qui s'appelle stack, qui est un tableau, bah, il push dedans. Et c'est un peu comme un. Bah, il itère dessus, il pop. Comme on a vu pour le get. En fait, le app.get, c'est un sucre de syntaxe, c'est un app.use, sauf qu'à l'intérieur, on lui donne un path qui s'appelle hello. Et lui, bah, du coup, vu qu'il a un app.use avec un path, ce qu'il fait derrière Express, qui va matcher ce path. Il va dire, est-ce que je suis sur le path hello? Bah, je vais appeler le middleware qui est chaîné. Ça répond à ta question? Non, mais on pourrait faire ça, mais après, ça devient compliqué en fait. Ou alors est-ce qu'on pourrait faire deux pipelines? Parce que il y a moyen de faire ça avec Express.router, mais je vais éviter d'entrer dedans parce que peut-être ça va être compliqué. Mais en fait, ce qui est difficile, en fait, on parle de responsabilité. En fait, pourquoi aussi c'est l'incarnation de la chaîne de responsabilité, on parle de responsabilité. C'est qu'en fait, on veut découpler. Si tu fais un next de quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut connaître au final tout l'ordre de la pipeline. Il faut qu'il y ait un objet qui va connaître l'ordre de la pipeline pour aller appeler ça. Et on veut éviter ça. En fait, plus tu découples, mieux c'est. Et c'est plus facile à tester aussi. Est-ce qu'on peut changer la chaîne de middleware dans un middleware? C'est-à-dire Bah, en fait, mettre des fonctions app.use, on peut rajouter dans un middleware. Ça risque de casser les choses. Faudrait tester. Je t'avouerai que je suis jamais allé aussi loin à imbriquer tous les trucs, mais ce serait un jeu sympa à faire. D'autres questions? Bah, vous pouvez me voir à la fin si vous avez d'autres questions. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes d'Abil et les personnes extérieures qui m'ont aidé à faire ce talk. Merci. Merci à tous d'être là. Je vois que vous êtes super nombreux. J'espère que ça va vous plaire. On va parler de pyramide des tests. Avant ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Guillaume Lagorce. Donc, tout le monde m'appelle Gull. Je suis freelance, développeur senior. Je fais un peu de tout, beaucoup de mobile en iOS et donc aussi du Node. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis super content d'être là parce que dans mes projets, c'est de parler de tests, enfin de faire des tests. Et du coup, je profite de l'opportunité pour vous parler de tests et vous parler d'un peu d'un premier constat qu'on
que j'ai pu rencontrer dans beaucoup de missions. Parce qu'avant d'être développeur indépendant, j'ai fait 5 ans de conseil, donc j'ai accompagné plein d'équipes pour grandir sur les pratiques de code. Et souvent, le constat, c'est qu'on retrouve... Ça lag? Ok. Alors, je ne vais pas le faire en direct. J'ai un plan de secours. Je pensais pas m'en servir, mais c'est pas grave. C'était plus sympa. Hop, je reviens sur l'ordinateur. J'avais testé, ça marchait, mais on n'a pas testé assez longtemps, c'est pas grave. Faut que je fasse quoi? Je vais pas me servir PowerPoint en plus. Ça, vas-y, je crois que c'est ça. Hop. Ouais, mais il faut que tu le mettes en FR. Ah, c'est bon, ça marche. Merci. Cool. On revient. Le constat. Le constat, c'est qu'on a... Donc c'est moins marrant parce que tout est dessiné. Mais on retrouve des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests end-to-end. Et donc dans la forme d'un cône de glace, donc très peu de tests unitaires, un petit peu de tests d'intégration et beaucoup de tests end-to-end et surtout le tout quasiment que manuel. Et si on regarde, eh ben, justement, c'est dans les tests manuels que se cachent les bugs. Donc le cône de test, c'est pas de moi, c'est de Martin Fowler, donc je vous invite à aller voir le blog de martinfowler.com où il en parle aussi pas mal. Le souci, c'est vraiment ces tests manuels et cette proportion entre tests unitaires, tests d'intégration et tests end-to-end. Et on va voir pourquoi. Donc, sans plus attendre, la pyramide des tests, c'est celle-ci. Donc, vous l'avez deviné, le but, c'est d'inverser la proportion. Donc, la largeur, en fait, correspond au nombre de tests qui sont automatisés. C'est super important, parce que du coup, on a dit tout à l'heure, les bugs se cachent dans les tests manuels, donc automatisons les tests. On va retrouver une grosse proportion de tests unitaires, un peu moins de tests d'intégration et beaucoup moins de tests end-to-end. Pourquoi on veut faire ça? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire des tests Cucumber par exemple, ou des tests unitaires de juste une petite fonction. Le coût est complètement démultiplié si vous devez appeler toute votre application. Admettons que vous avez un gros back-end qui se connecte à une base Mongo, qui est sur de la WS, etc. Si vous voulez faire un test de bout en bout sur un environnement dédié, donc vous devez popper une infra et faire un test juste pour vérifier un parcours utilisateur, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc du coup, vous avez un feedback très lent. Donc, si vous voulez utiliser vos tests pour savoir si tout fonctionne, c'est super lent. Et ça, c'est à l'échelle d'un test. Si vous voulez en plus siloter vos tests et avoir des tests qui sont vraiment indépendants les uns des autres, à savoir qu'est-ce qui se passe quand je crée un user, qu'est-ce qui se passe quand je le supprime, et qu'est-ce qui se passe quand je crée 2 fois le même user, c'est-à-dire qu'il faut redire, attends, et en plus on ne maîtrise pas forcément l'ordre dans lequel sont exécutés les tests, donc si on commence à avoir du séquençage dans les tests, ça devient l'enfer. Donc on va essayer d'avoir le maximum de tests unitaires, parce que le coût est faible en écriture, le coût est faible en réflexion, donc ça c'est super important, enfin à la limite si on peut moins se fatiguer, autant le faire. Et surtout, la couverture est plus fine. C'est-à-dire que si j'ai un test unitaire qui pète, je peux aller directement voir, c'est la fonction qui est sous test qui a un problème. A priori, si j'ai un test end-to-end qui pète, ben je ne sais pas si, est-ce qu'à ce moment-là, la base Mongo n'était pas up, et du coup, c'est pas de mon ressort, mon application elle fonctionne. C'est juste qu'il y a un problème d'infra, il y a un problème d'Internet, ça c'est horrible. Si vos tests dépendent d'Internet, c'est l'enfer, vous avez des faux positifs tout le temps. Et du coup, si vous avez faux positifs, vous arrêtez de regarder vos tests. Donc ça, c'est ce que je parle sur la précision et la vitesse. Alors, on en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce que ça va entraîner? Si vous arrivez à maintenir un peu on va dire cette hygiène de test, vous allez vous retrouver d'abord avec on l'a dit, un feedback rapide et précis. C'est-à-dire que quand vous allez développer, vous allez tout de suite, si vous rajoutez un bout de code, remettre du test dessus, vous allez avoir un feedback tout de suite. Ça va vous permettre aussi de voir si vous êtes en train de casser quelque chose ailleurs. Donc est-ce que votre code, par exemple, vous ne pensiez pas qu'il était couplé à une fonctionnalité, et en fait si, et ça va faire péter des tests unitaires ailleurs, vous allez le voir rapidement. Donc le but de cette automatisation, ça va être de détecter des changements non désirés. Donc parce que quand on code, chaque commit c'est du changement, a priori il faut que ce soit des changements qui sont sous contrôle. Si vous avez en gros votre usine de développement qui vous dit
le build est rouge, c'est que vous avez sûrement laissé passer un changement que vous ne vouliez pas. Et ces changements que vous ne vouliez pas, ce sont les bugs et les régressions. Donc là, vous avez votre premier filet de sécurité. Si vous vous mettez à faire écrire beaucoup de tests unitaires, vous allez vous rendre compte rapidement qu'en fait, souvent, donc ça demande de la rigueur, mais si vous choisissez une nomenclature métier sur vos tests, donc même si vous testez du code qui est technique, si derrière vous explicitez que cette fonction, elle doit faire ça dans telle situation et que cette situation, ça correspond à un besoin utilisateur, à un use case métier, et ben votre suite de tests en fait devient la documentation du métier. Et donc c'est très très pratique. Pour l'avoir expérimenté, vous pouvez faire lire une suite de tests qui est bien écrite par un PO et qui va comprendre que ah ben non en fait ce que tu as codé c'est pas ce que je pensais parce que tel test ça couvre pas le cas que moi je pensais. Enfin, ne fonctionne pas comme je voulais. Et tout ça dans l'objectif que les tests ne soient plus un frein, mais plutôt un vecteur d'accélération. Donc ça c'est chouette, c'est la cible qu'on veut atteindre. On veut donc du coup rentrer dans les clous de la pyramide c'est-à-dire on va tout automatiser et on veut avoir tous ces bénéfices-là. Mais alors du coup c'est comment le faire? Et c'est là, donc j'en ai un petit peu parlé, mais en gros ça va être d'abord de standardiser. Donc standardiser, c'est un mot un peu qui peut faire peur. Je ne dis pas qu'il faut écrire tout dans une table de loi qui doit être relue par tout le monde et connue par cœur. Non, standardiser, ça veut dire au sein de votre équipe, si vous n'êtes pas le seul développeur, mais même si vous êtes le seul développeur, à la limite, ça peut avoir le coup de le faire, c'est de se mettre d'accord sur la nomenclature. On a parlé de test unitaire, test d'intégration, test end-to-end. D'abord, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte un test unitaire? Est-ce qu'il y a des morceaux de l'application que je m'autorise à ne pas tester? Ça, c'est un... On peut ne pas tout tester. Alors, je conseille de ne pas tout tester, parce que si vous cherchez à tout tester, enfin, on l'a vu tout à l'heure avec les middleware d'Alexandre, ça peut être vite la galère. Donc, avoir un test d'intégration sur tout son code, c'était compliqué. Par contre, avoir des tests unitaires sur chaque morceau du middleware et isoler, justement, découpler les responsabilités de chaque middleware et les mettre sous test unitaire, ça, par contre, c'est super bénéfique. Donc, c'est pour ça on va avoir beaucoup de tests unitaires. Peut-être un test d'intégration qui va montrer que quand j'appelle la route hello, j'ai le bon print, la route slash, enfin le route justement, on a le bon print aussi, et ça suffit en fait. Vous allez avoir deux tests d'intégration, bon, à la limite des tests end-to-end dans son cas, et tout le reste va être des tests unitaires. Et j'en étais à standard. Oui, donc du coup, c'est se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on ne va pas tester. Et donc ça veut dire prendre des risques mais les assumer, savoir quelles sont les conséquences du risque que je prends. Donc je l'ai dit, mais automatiser, ça c'est super important. Classiquement sur mes projets, la première tâche que je fais, c'est de mettre en route le GitLab pour pouvoir pousser et les pipelines GitLab pour pouvoir déployer. Et le but aussi, c'est quand c'est automatisé, c'est que n'importe qui puisse déployer. Ensuite vont venir toutes les pratiques qui consistent à ce que le code en fait soit collectif. Là, il n'y a rien de pire qu'une base de code où il y a un morceau du code, on ne veut surtout pas ouvrir parce qu'on sait que c'est Robert. J'espère que personne ne s'appelle Robert. Mais j'ai rien contre Robert. Mais juste Robert, il a travaillé dans son coin, personne n'a trop regardé ce qu'il a fait. Et du coup, ce morceau de code-là, plus personne ne veut y toucher. On sait qu'il fonctionne. Mais si demain, le PO il demande où on a besoin de faire des ajouts, où il y a un bug qui arrive de la prod et on doit le corriger, ça va être hyper compliqué. Donc ça, on va mettre en place, déjà, la première pratique, c'est la revue de code. Donc revoir le code dans l'équipe. Et du coup, la revue de code, c'est pas juste dire ton code il est sympa, ou oui ça a l'air de marcher, ou non, moi je referai tout parce que t'as pas utilisé le bon pattern, enfin ou je ferai la même chose mais avec un autre pattern. Ça c'est pas trop l'objectif. Par contre, se dire est-ce que tu as respecté les standards qu'on s'était tous définis? Est-ce que tu vois ce morceau on le testait, par contre tu t'es embêté à faire des tests là-dessus alors qu'on ne le testait pas, ça c'est des moyens de les détecter. Si on s'est mis d'accord sur du nommage, sur de l'organisation, etc., c'est le moment de le dire.
Et surtout, se mettre à la place enfin, sa propre place, c'est de se dire, si demain il y a un bug sur ton code, est-ce que je suis capable de comprendre ton code? Et si demain on me demande une nouvelle feature, est-ce que je suis capable de l'implémenter? Donc c'est vraiment ça l'objectif de la revue de code, c'est de à la fois vérifier les standards et surtout s'approprier de manière collective. D'ailleurs, faire les revues de code à deux, c'est bien, mais si vous pouvez les faire en équipe, c'est encore mieux. Et de là, en plus, la revue de code, ça va alimenter les standards. C'est-à-dire que pendant la revue de code, vous allez vous dire, mais ça, c'est vachement bien, en fait, et c'est mieux que tout ce qu'on a fait dans le code. Ben ça va devenir le nouveau standard. Une autre façon de s'approprier collectivement le code, c'est le peer programming, donc, programmer à deux. Je suis en retard? Non? C'est bon. Ok. C'est ton réveil? Okay. Ou sinon le mob programming. Alors, mob programming, c'est que vous allez mettre toute l'équipe avec un seul ordinateur, un seul clavier, et tout le monde va participer à l'élaboration d'une feature ensemble. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails du mob programming parce que je pourrais faire un talk entier dessus. Mais en gros, schématiquement, c'est du pair programming, mais à plusieurs. Et là aussi, le but, ça va être tout le but, en fait, de ça, c'est la communication. La communication que vous allez entraîner entre vous, de se rendre compte que peut-être ce que je suis en train de développer, j'ai peut-être d'autres cas métiers, parce que en discutant à plusieurs, on s'est rendu compte qu'il y a un cas aux limites, on ne sait pas répondre. Le métier ne nous a pas dit comment ça doit réagir. Donc soit c'est simple, on peut prendre un parti pris et se dire on le demandera après, soit ça demande quand même pas mal de développement et du coup on note la question, on peut aller demander ou voir, on va directement, le mieux c'est pour ça d'être colocalisé, de demander directement au métier, dans ce cas aux limites que tu ne nous as pas expliqué, quel est le comportement que tu attends. Un autre point aussi que j'ai mis en place sur mes derniers projets là, depuis quelques années, c'est la rétrospective technique. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'agile et le travail en Scrum, mais en gros on fait un sprint classiquement de 2 semaines et à la fin on fait une démo et on fait une rétrospective du sprint. Si vous ne faites pas de rétro, vous ne faites pas d'agile. La rétro, c'est justement là où on fait de l'amélioration continue. On va se dire est-ce que le processus qu'on a eu ou la façon de travailler sur les 2 dernières semaines nous convient à tous et est-ce qu'il n'y a pas une façon d'être plus efficace? Donc ça, c'est la partie globale avec tous les intervenants sur le sprint. Ce que moi j'ai vu et que j'ai pu mettre en place, c'est... Donc en plus on faisait 1 fois par semaine, on se faisait un atelier technique d'environ 1 heure ou 2, qui était ritualisé dans l'agenda. Tout au long de la semaine, en fait, pendant les revues de code ou le pair programming, en gros tous les moments où on n'était pas tous ensemble et on a eu des doutes sur quelque chose, ou on a eu une idée, ou on a vu quelque chose dans le code qui ne nous plaît pas, on a un board spécial à l'atelier technique, on post-it au maximum en disant tiens, je sais pas, il y a tel nommage où je ne suis pas super content, donc je préférerais qu'on en parle. Et ça permet ensuite dans la rétrospective technique de faire un atelier de 2 heures. Enfin, 2 heures c'est parfois long si on le fait toutes les semaines, mais 1 heure on va dire. Et de se mettre ensemble d'accord, de discuter. Le but c'est de communiquer toujours et de dire du coup nos nouveaux standards c'est ça. Les standards ça peut faire peur, mais en gros dans mes projets c'est en séance pendant l'atelier technique on ouvre le README, on dit la règle de nommage pour tel truc c'est ça. Ça, c'est un bon exemple, ça, c'est un mauvais exemple, et ça suffit. Et on le double avec un post-it pour que ce soit toujours visible sur un mur du projet, et ça suffit, quoi. Tant qu'on a juste un élément visuel pour se raccrocher pendant qu'on fait une revue ou quand on a une discussion avec quelqu'un, ça suffit. Donc voilà comment... Ah oui, un point que je n'ai pas noté, mais qui est super important, c'est de mesurer. Parce qu'on a parlé de pyramide des tests, donc là c'est vraiment l'appropriation collective et se dire on va mettre des tests, etc. On va se conformer à un standard qu'on a nous-mêmes décidé. Mais le but aussi de l'automatisation, ça va être de mesurer la proportion de tests unitaires, la proportion de tests d'intégration et la proportion de tests end-to-end. Volontairement, je ne donne pas de chiffres. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas faites 60% de tests unitaires, 20% et 20%. C'est vraiment propre à chaque contexte, propre à on va dire la maturité ou l'aisance des développeurs avec les tests. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec, est-ce que vous êtes à l'aise avec des tests unitaires ou plutôt
de telle façon ou telle façon, et apprenez ensemble, apprenez sur le tas, et votre pyramide, de toute façon, elle va bouger au fil du projet. Mais le but, c'est toujours d'avoir une base plus large en bas, parce que ces tests-là sont plus rapides, coûtent moins cher, et sont plus précis. Et ce qui me vient à parler de TDD. C'était compliqué de parler de tests sans parler de TDD. Tout le monde connaît TDD, l'acronyme? Ouais. Donc c'est test, donc le développement piloté par les tests. Et le but en TDD, c'est de faire des boucles courtes de j'écris mon test, donc il est d'abord rouge parce que le code n'existe pas, faire le minimum de code pour le passer vert. Et j'insiste sur le minimum, le code le plus simple pour passer vert. Ensuite, une étape super importante que beaucoup oublient, mais qui est le refacto, qui va dire est-ce que je suis d'accord, enfin, au vu de mon code actuel, est-ce que je suis content et je suis à l'aise avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux renommer, des choses que je peux mutualiser, déplacer dans des fichiers, etc. Donc tant que les tests. Et ensuite, eh ben, on recommence, on rajoute une nouvelle fonctionnalité par un nouveau test qui sera rouge, etc. Et ces tests-là sont forcément unitaires parce qu'ils doivent être très ciblés et indépendants les uns des autres. J'ai dit ça, et pourtant, au tableau, j'ai écrit que les TDD, c'était pas de la validation, pas du test, pas de la vérification. Alors, je m'explique. Les tests de validation-vérification, dans TDD, c'est une conséquence. L'objectif de TDD, c'est de faire de la conception. Donc, c'est vraiment un geste qui s'acquiert. C'est comme la piscine, comme la nage, enfin c'est pareil, comme la marche, ou etc. C'est vraiment un geste qui s'acquiert. Il faut vraiment le voir comme un... Beaucoup le comparent aux arts martiaux, donc c'est vraiment un geste à acquérir. Au début, on le fait un petit peu bêtement, on le fait vraiment by the book, on va dire. Et petit à petit, on va comprendre un peu plus et comprendre vraiment le concept qui est derrière et pouvoir après un peu transcender sa pratique. Mais c'est vraiment un geste où l'objectif, c'est de simplifier au maximum la conception, de sécuriser vos développements. C'est-à-dire qu'en TDD, par exemple, vous avez écrit une ligne de code et un test qui est vert, vous savez qu'il est vert pour toute sa vie. Par moment où il passe rouge, c'est la conséquence d'un autre, mais qui va vite revenir vert parce que vous allez corriger votre test et corriger par le code. Et quelque chose dont on ne voit pas trop dans la littérature sur TDD, mais le but, dans TDD, les tests, ils expriment une intention métier. Tester que, je sais pas, 2 plus 2 égale 4, c'est pas enfin, ok, votre fonction elle renvoie 4 quand elle reçoit un 2 et 2. Mais en fait, d'un point de vue métier, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire peut-être que quand je reçois deux articles de telle sorte dans mon panier, plus 2 autres articles dans mon panier, ben, j'ai bien 4 articles dans mon panier. Et ça c'est un comportement métier. Et si vous l'écrivez sous forme de comportement métier, quand vous imprimez votre listing de tests, ou quand vous l'affichez sur une page web, votre métier peut le comprendre. Et surtout, n'importe qui revient dans le projet. Donc, vous avez un nouvel arrivant, pourra comprendre ce que fait l'application en lisant les tests. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de documentation métier. Donc, je pense que j'ai tout dit sur TDD. Donc, voilà, donc la pyramide des tests, c'est vraiment... Donc TDD par contre, oui voilà c'est ça que je voulais dire. TDD va vraiment vous permettre d'élargir cette base parce qu'en fait tout au fil de votre développement, vous allez écrire les tests unitaires naturellement parce qu'à chaque ligne de code, vous allez avoir un test unitaire en face. Donc vous avez vraiment une base de code, enfin une base de tests très large sur les tests unitaires. Et de temps en temps, en fait, il faudra utiliser des tests d'intégration pour vérifier que 2 composants parlent correctement. Et voir les tests end-to-end où vous avez envie de sécuriser des comportements un petit peu critiques pour le business. Typiquement, vous êtes sur du e-commerce, le tunnel de paiement, vous voulez mettre sous test end-to-end. Vous ne voulez pas que le tunnel de paiement il pète en plein milieu parce que c'est de l'argent qui part direct. Et ça, tout ce que je viens de vous dire, les métiers comprennent très bien. On leur dit, si je ne fais pas ça, on perd de l'argent en prod, il n'y a pas de problème, ils vous laisseront faire des tests. Ok ? Finalement, je pense que j'étais un peu plus vite parce que je pensais dessiner. Non, 18 minutes, ok, bon, c'est bon. Eh bien, quelles sont vos questions? Est-ce que vous avez des points de désaccord? Aymeric, vas-y.
question, c'est par rapport. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport au temps. Est-ce que tu as pu constater une grosse différence entre écrire le code et faire les tests versus TDD? Oui. Déjà, première question. Alors, je répète la question pour le micro. Donc, est-ce que j'ai constaté une différence de temps? Donc, tu as une temps d'exécution? Le temps de... Temps de développement? Ah oui, ok. Donc, de coût, finalement. Directement, c'est du coût. Alors, entre faire les tests after ou du TDD? Bah, ça dépend si tu prends deux personnes qui ont l'habitude de faire des tests du TDD ou pas, quoi. Moi, j'ai l'habitude de faire du TDD, je suis beaucoup plus rapide de faire du TDD. Ça, c'est indéniable. Toute personne qui sait faire du TDD va beaucoup plus vite à faire du TDD qu'à faire du test after. Tout simplement parce que si j'écris mon test avant, il n'y a aucun moment où je vais me poser la question « Ah merde, ces deux trucs-là, ils sont trop couplés, il faut que je les pète. » Et du coup, j'arrive jamais à ça. Un autre truc, pour rebondir avec le talk d'Alexandre, c'est dans la boucle de refactor, c'est là que vous allez aller sortir votre bouquin des Gang of Four en vous disant bah, « Tiens, le code que j'ai sous les yeux, est-ce qu'il ne ressemble pas à un design pattern qui est déjà décrit? Et du coup, est-ce que je ne vais pas refactorer pour le faire ?» Et l'avantage de TDD, c'est que si jamais ce refactor il est super long, vous pouvez quand même shipper. Vous pouvez quand même envoyer en prod, parce que vous savez que votre code il marche. Il est peut-être trop simple, il y a peut-être trop de duplication, peut-être qu'il n'est pas assez évolutif pour le futur, mais en l'état actuel, il répond aux besoins du business. Et donc là, vous allez pouvoir acheter de la dette en disant « Ok, je prends de la dette. Typiquement, atelier technique, je mets un post-it, refactorer, utiliser le design pattern machin, et puis peut-être qu'on se fera une séance, prochain atelier sera une séance de mob programming et on implémentera le truc. Quoi. Ok. Ça... Tu as un avis sur le mutation testing? Est-ce que j'ai un avis sur le mutation testing? Ouais. Je n'ai pas trop d'avis parce que j'ai pas eu trop l'occasion de l'expérimenter. Je vois ce que c'est. Donc le mutation testing, tout le monde voit ce que c'est? Non. En gros, mutation testing, c'est une technique de test de la robustesse de votre code en se disant si je change normalement un test dans un if par exemple, dans une condition, je change une condition, je l'inverse. Donc j'ai un égal, je mets un différent 2. Normalement, j'ai un test qui pète. S'il n'y a pas de test qui pète, ça veut dire que j'ai un problème de couverture. Donc j'ai jamais expérimenté, je comprends le principe. Après, entre la revue de code, le TDD, etc., dans mes équipes, j'ai jamais trop eu l'occasion de le faire. Enfin, j'ai jamais ressenti le besoin. Mais sur une base de code où les gens font du test after, ça peut valoir le coup de le faire. Ok, merci. Ouais. Une question, c'était déjà la présentation. Juste sur le dernier slide, tu as parlé de TDD et après tu as parlé du métier. Est-ce que en fait, tu fais plutôt de la TDD? Et si oui, est-ce que tu fais de la TDD en plus du TDD, c'est-à-dire de l'acceptance test de development, c'est-à-dire vraiment sur le métier, là où le TDD, moi je vois plus comme du test de fonction. Ouais, alors. Donc je répète la question pour le micro, du coup, donc j'ai parlé de métier et de TDD, donc du coup la question c'est plutôt, est-ce que, quand on parle de métier, c'est pas de la TDD, donc des acceptance test driven development, et du coup faire le distinguo. Je ne fais pas le distinguo volontairement, enfin volontairement ou involontairement. Après, aussi, donc volontairement, j'ai simplifié. Moi, ma pratique, c'est je fais du double loop TDD. Donc je commence par faire un test end-to-end en fait, qui couvre ma feature et dont les tests, c'est les critères d'acceptance qui m'ont été exprimés par le métier. Critères d'acceptance qu'ils n'ont pas notés sur un bout de papier, hein, donc du coup, j'ai rentré dans BDD un peu, mais c'est une réunion qu'on appelle Tres Amigos, où le développeur, une personne de la QA, donc des tests finaux, et une personne du métier, se réunissent, et en fait, sur la nouvelle fonctionnalité à développer, vont discuter ensemble en disant bah, il faut que le système fasse ci et ça et dans telles conditions, et du coup, le testeur va dire bah, moi, quand je vais tester, je vais essayer de regarder ça et ça et ça, parce que c'est super important. En général, le testeur connaît très bien le métier. S'il manipule l'application à fond, il connaît très bien le métier. Le métier lui dit, bah, peut-être pour un point de vue business, parce que souvent il représente un peu ceux qui ont l'argent, va dire, pour faire plus de rétention dans l'application, il faudrait plutôt faire comme ça. Et le développeur va dire, ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que si on fait ça et ça, le système doit réagir de telle façon. Une fois qu'ils sont tous d'accord, en gros, il y a ces tests d'acceptance qui sont en bout de papier, ou éventuellement il crée Cucumber en live, mais ça marche pas trop ça.
Et donc ça, c'est le premier truc que je fais, c'est de traduire ces tests d'acceptance dans un test Cucumber ou whatever, mais un test end-to-end qui va vraiment couvrir tout. Et après, donc le test va être rouge pendant super longtemps, et je vais faire du TDD pour amener ce test vert. Le test end-to-end appelle tous les autres tests que tu as en train de coder ou... Oui, oui, tout à fait. Alors, la question c'est est-ce que les... Les tests d'en haut appellent toujours tous les tests d'en bas. Oui, alors, je vais sur le... Donc la question c'est est-ce que les tests end-to-end appellent le code que je suis en train d'écrire en TDD et est-ce que du coup les tests d'en haut appellent les tests d'en bas a priori oui, ils appellent. Parce que les tests unitaires ils sont vraiment bas niveau. Si personne ne les appelle, c'est que votre code il sert à rien. Hein. Et donc et lui, comme il y en a beaucoup moins, forcément il va s'appuyer sur du code qui est testé ici. Par contre, il va aussi s'appuyer, je vais peut-être avoir du code d'infra qui me permet d'injecter la bonne URL de la database en prod ou n'importe quoi. Lui, il ne sera peut-être pas testé. Il sera peut-être à côté et on aura appris, ok, ça c'est chiant à tester. Et de toute façon, si ça ne marche pas, on sait que, ouais, c'est du code qui ne sert à rien de tester, c'est de l'infra. Après, ça appelle pas mal de choses. Ce qui est intéressant avec la pyramide des tests, c'est pour ça que j'avais pris un peu ce sujet, c'est que ça va tirer pas mal de choses. En fait, pas mal de choses sur la revue de code, ça va tirer un peu sur TDD, ça un peu sur PDD comme on l'a dit tout à l'heure, et ça va aussi tirer sur tout ce qui est clean architecture. Donc comment je vais découper mon application pour vraiment séparer les responsabilités, comme on le disait tout à l'heure, et comment ne pas dépendre de l'infra quand je fais des tests. Parce que là, je fais du test end-to-end quand je fais ma double loop TDD, donc je commence par écrire ça. Par contre, je ne dépends pas d'Internet, je ne dépends pas d'une base, etc. C'est-à-dire que peut-être j'ai une image Docker qui est utilisée uniquement pour mes tests end-to-end, ou alors dans laquelle j'injecte. Par exemple, sur la dernière application, on avait du Postgre. En test end-to-end, on avait une base MySQL en in-memory. Du coup, elle était flushée à chaque démarrage. Et du coup, c'était répétable. Ouais. C'est peut-être un peu naïf comme question, mais comment tu différencies un bon test unitaire d'un mauvais test? Le bon test, il passe, mais c'est pas pareil. Toi. Non, ok. Alors la question c'est, parce que j'ai fait la blague sans répéter la question, mais la question c'est comment on distingue un bon test unitaire d'un mauvais test unitaire. J'aurais tendance à te dire un bon test unitaire, c'est un test qui a été écrit dans une boucle TDD, quoi. C'est très partisan comme remarque, mais voilà, quoi. Après, j'en profite, j'ai reçu une invitation juste avant le meet-up. Il y a la Global Code Retreat. Donc c'est un événement global, du coup, donc mondial, qui est une journée, donc c'est un dimanche en novembre, je crois. Il y a une boîte à Paris qui héberge. Une journée où il y a un instructeur qui est assez bon en TDD, et en fait, partout dans le monde, il y a ça. Je chronise un peu. Il y a, en gros, c'est les pays de l'Est nous donnent la main, et nous on donne la main aux États-Unis quand on a fini. Et on va faire le même exercice, donc le même algo, mais de plein de façons plein de TDD différents. Donc si ça vous intéresse de faire du TDD, c'est un super moment. Je crois que c'est le 19 novembre, un truc comme ça. Les places sont comptées parce que forcément vous pouvez pas y aller à 30, mais c'est pas très efficace. Mais en général, vous travaillez en paire, vous faites tourner les paires et vous allez faire 5 ou 6 fois le jeu de la loi de Conway. Le jeu de la vie de Conway, pardon. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? De toute façon, je ne vais pas préempter la parole plus longtemps. Donc je suis dispo après, donc n'hésitez pas. Merci. Bien. Tout le monde est prêt pour enchaîner? Vous n'avez pas trop chaud, pas trop faim, ça va? J'allais vite, mais pas trop. Hein. Ok. Bon, alors qui a déjà entendu parler de résilience ici? Levez la main. Ouais. Non, brigade, ça compte pas. Brigade, ça compte pas. Bon, ok. C'est bien, c'est bien. Avant de commencer, on recrute des bacs et des ops QA. Je dis ça. Résilience, donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous en parle? Donc moi, je suis software architecte chez Brigade. Je suis rentré comme lead backend.
Je suis passé software architecte. Mes missions, j'en ai plusieurs. Ça va être sur des rôles de cohérence technique de l'infrastructure, cohérence technique applicative, mais aussi sur des questions de résilience. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc la résilience, on prend la définition classique, pas dans la notion de software engineering. La résilience classique, c'est quoi? C'est quand vous avez une substance, un matériau, une construction qui retourne dans son état initial après avoir subi des perturbations extérieures. Bon, ça c'est une photo pas drôle. C'est aux États-Unis en 2008, avec l'ouragan Ike qui est passé. Pourquoi je vous la montrer? Parce que c'est une photo qui est assez puissante. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'ouragan est passé et qu'il y a une maison qui a survécu. Pourquoi elle a survécu? Parce qu'elle a été construite différemment des autres, de manière plus résiliente. Du coup, la question qu'on peut se poser en voyant ça, c'est qu'est-ce qu'il y a cette maison qu'ont pas les autres? Donc les ingénieurs qui ont construit cette maison se sont posés 3 questions. Why? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut protéger? Donc ce qu'ils voulaient, c'est que la maison puisse résister à des conditions extrêmes. Pendant un temps donné, donc là ça a décidé, après quelques jours, mais voilà, que la maison puisse résister à des conditions extrêmes. Comment? On cherche les risques, on les mesure, et on s'adapte en conséquence. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est derrière? Une maison, ça peut être des fondations plus solides, ça peut être une structure qui va être moins rigide, plus élastique, un toit mieux fixé, peut-être pas utiliser de tuiles, ce genre de choses. Donc là, vous me dites, Emric, t'es bien gentil, c'est cool ton truc, mais je m'en fous un peu. Enfin, moi, je suis software engineer, les maisons, ça ne me parle pas. Pourquoi tu me dis ça? En fait, il y a beaucoup de similarités. Le why est le même, en fait. On construit des applications, on construit des systèmes, et on veut qu'ils résistent, même en cas d'intempéries, d'accidents. Comment on fait ça? C'est pareil, en fait. C'est on regarde quels sont les risques, qu'est-ce qui peut nous arriver, et comment on peut se préparer. Donc aujourd'hui, ce soir, on va se focus sur le what. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et moi, je vais vous guider à travers des scénarios qui vont vous montrer sur des cas concrets, adaptés en code ensuite, qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme situation, quels sont les problèmes et comment on peut les résoudre. On va prendre un cas simple, scénario premier. Vous avez des users qui ont besoin de mettre à jour leur adresse email. Okay, c'est simple, vous avez un client, ça peut être web, ça peut être mobile, c'est pas important ici. Vous avez une API, ça peut communiquer en REST, ça peut communiquer en GraphQL, c'est pas important. Donc vous avez client, vous avez une API et vous avez une base de données. Comment ça se passe? Votre client tape sur l'API, l'API tape sur la DB dit « Ok, c'est bon, j'ai mis à jour l'email », elle répond à l'API qui répond au client. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que le client, pendant toute la durée de la requête, a gardé le ownership de ce qui s'est passé. Comment ça se passe en pratique? Ça, c'est votre API. Alors, c'est Express. Merci Alexandre pour la petite explication tout à l'heure. Donc, c'est du Express. Donc, ici, vous avez une application Express. Donc, je vous passe l'initialisation. Donc, c'est une application Express. J'ai mis en place avec le RM Sequelize. Vous pouvez passer par du Mongoose ou autre. Ça ne change pas grand-chose dans notre cas ici. Ce que je vais vous montrer, c'est un stockage persistant. Donc, vous avez du Express. Vous faites un patch sur votre root user. Mettre à jour en base de données en passant le body de la requête où l'ID correspond. Très bien, là, il n'y a pas d'erreur, rien n'a été émis ici. Vous retournez une 200, si une erreur, vous retournez une 500. J'ai volontairement pas géré le cas de la 404 où l'user n'existe pas, c'est pour gagner de la place et qu'on aille à l'essentiel. Ok, ça fonctionne bien, petit tic et tout, le code fonctionne, c'est cool. Ok. Donc comme je disais, ce qu'on peut remarquer, c'est que le client était responsable pendant l'entièreté de la requête. C'est le client qui initie, il transmet à l'API qui en fait est un proxy pour votre base de données. L'API reçoit la réponse qui transmet au client. La connexion est restée ouverte pendant l'entièreté de l'action. Super. Scénario numéro 2. C'est pareil que le scénario numéro 1, sauf que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aussi envoyer un email de confirmation. Et là, ça peut se gâter. Vous avez un client, vous tapez sur l'API, qui tape sur la DB, super. Sauf que votre API, elle tape aussi sur un SaaS d'email. Et là, quand vous dépendez d'un système extérieur, il peut se passer des choses. Donc là, comme tout à l'heure, pour l'exemple numéro 1, la DB dit « Ok, c'est bon, je te sauvegarde l'email, tout se passe bien ». Votre API, elle est contente, elle dit « Ok, super, bah, je ne m'arrête pas, je continue ». Tac, elle tape sur l'email, sur le SaaS d'email. Et puis là, le SaaS, il n'est pas disponible. Voilà, donc vous avez un timeout. Donc
votre requête timeout, et du coup, vous renvoyez une 500 à votre client. Et là, le problème qu'il y a, c'est que vous avez un état d'inconsistance entre ce que vous avez en base de données, qui contient le nouvel email, et ce que vous n'avez pas envoyé à votre user, qui est un email de confirmation. Donc, si on regarde du code, petite croix, c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous faites un await pour stocker en base de données. Vous faites un returning, alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est top. Vous faites un returning avec Sequelize pour récupérer la valeur qui a été insérée en base. Vous checkez que l'email est différent. S'il est différent, vous envoyez un email de confirmation. Et puis vous envoyez une 200 pour dire que tout se passe bien. Et comme je disais, si jamais à ce moment-là, cet appel échoue, ça sera une erreur. Vous avez une 500 et votre client dit « Ok, ça ne marche pas, je réessayerai ». Donc ça, le problème qui se passe, comme je disais, c'est que si jamais cet appel échoue, vous allez avoir en base qui est sauvegardé le nouvel email, vous n'avez pas réessayé. Et j'ai parlé quand même de développeurs, il y a beaucoup de code comme ça qui se battent en production. Ça peut être pour des raisons du genre je le ferai plus tard ou ouais bon de toute façon ça se produit jamais. Ok. Bon. Twilio jamais down, on le sait tous. Hein. Ok. Donc là bon, no comments. Bon, c'est quoi la solution pour ça? Ici c'est une solution qui utilise des transactions. Alors c'est un mot qui fait peur, c'est pas grand chose. Hein. Transaction ici, c'est vous démarrez une transaction SQL, vous faites votre requête. Et en fait, une transaction, c'est pour dire que la requête n'est pas exécutée tant que vous n'avez pas commit la transaction. D'accord? Comme pour Git, pareil. Vous committez la modification en base. Donc vous faites la modification, vous envoyez l'email. Si jamais ça ne marche pas, il y a une exception qui va être jetée, la transaction est annulée, la modification est rollback, et ici, vous avez bien une 500 qui est envoyée. Donc ça, c'est cool, ça fonctionne bien. Vous avez bien votre client qui aura une 500, l'email sera bien l'ancien email en base de données, vous n'allez pas avoir d'état inconsistant. Bon, ça c'est bien, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment envie que la requête échoue parce qu'il y a un provider downstream, genre Twilio par exemple, qui a fail? Pas forcément en fait. Vous n'avez pas envie que votre client soit impacté parce que vous avez un provider qui est down. Là, j'ai cité le cas de un provider, mais si vous avez rely sur 5, 10 providers, vous n'avez pas envie. Bon. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous parler de ownership delegation, de transfert de responsabilité, de propriété. Il y a 3 points. Le premier point, c'est que c'est l'initiateur de la requête qui est responsable de cette requête tant qu'il n'a pas eu de réponse de la partie qu'il suit. Dans notre cas, on avait un client, on a une API. Tant que l'API n'a pas répondu 200, 201, c'est bon de mon côté, le client, pour lui, l'action n'est pas effectuée. Donc il doit retry si ça ne marche pas. Le point numéro 2, c'est, comme je disais, le ownership est délégué du moment où le serveur répond successfully. Et le point numéro 3, vous allez comprendre par la suite, c'est d'utiliser des services stateful pour ça. Vous allez comprendre. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème? Donc, on avait toujours notre SaaS d'email qui est toujours présent, notre DB qui est toujours présent. J'ai enlevé le lien, il n'y a plus de requête directe entre l'API et le SaaS d'email. Je parle de service stateful. Donc, ici, j'utilise une queue. DB, c'est aussi un service stateful. Je passe par une queue, file en français. Donc, une queue, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de mettre un tampon entre ma requête et un traitement à suivre. D'accord? Donc une queue, ça peut être utilisé pour plein de choses. Ici, je m'en sers pour quelque chose de précis qui est, j'ai ma requête qui arrive du client, je la balance dans l'API qui peut sauvegarder en DB, et par la suite, je peux venir sauvegarder une tâche à exécuter. Par la tâche, ça peut être envoyer un email de confirmation. Ensuite, la queue dit « Ok, c'est bon mon gars, je t'ai bien entendu, j'ai stocké ta tâche. » Lui, il dit « Ok, la DB m'a dit c'est bon, la queue m'a dit c'est bon, je réponds à mon client, tout est fait. » Tout est fait, pas vraiment en fait. C'est-à-dire que pour le client, on lui dit que oui, mais en interne, nous, on sait que ce n'est pas le cas. Nous, on a une queue qui se remplit, il faut la traiter. Alors ça, comment ça se met en pratique? Ça, c'est le code de tout à l'heure. C'est exactement le même code que tout à l'heure que je vous ai montré, la route express. Sauf que la différence, c'est au lieu de faire un email.send ici, on push dans une queue. D'accord? C'est-à-dire ce que je vais montrer ici, on push là-dedans. Ok, très bien, on push dans la queue. Donc, même principe. Si la queue échoue,
on verra bien une 500, on aura le rollback qui se produit. Il y a moins de chances qu'une queue échoue en interne sur votre région, etc., plutôt qu'un service externe. Mais ça peut arriver, et dans ce cas-là, c'est bien géré. Mais dans le cas nominal, la queue, vous pushez dedans, ça se passe bien, et en fait, vous déléguez, d'accord, qui va faire le travail. C'est quoi l'intérêt? C'est que votre client, il dit « Ok, moi j'ai fini, si c'est un mobile, les ressources réseau c'est compté, le temps réseau c'est compté, etc. » Il dit « Ok, c'est bon, j'ai fini, je coupe la connexion, et derrière, ça prend le relais en interne. » Donc là, vous avez un exemple simple de worker. En gros, c'est quoi? C'est une boucle inf, vous faites du await sur la queue pour récupérer les messages. Ça, c'est un appel qui est blocking. Donc votre queue, vous faites un appel, HTTP, ça part, tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a un message qui arrive, paf, on vous envoie le message. Vous envoyez l'email de confirmation, vous supprimez le message de la queue pour dire c'est bon, je m'en suis occupé, pour qu'un autre worker ne le prenne pas. Et voilà. Bon, ça c'est cool, ça marche. Ça marche, mais pas totalement. Si jamais vous faites votre delete message ici, il faut toujours se poser la question, en fait, quand en dev, c'est ça notre métier, c'est de penser au pire. Qu'est-ce qui se passe si jamais le delete message ici ne fonctionne pas? C'est pour ça que j'ai marqué unsafe. Ici, s'il ne fonctionne pas, votre email a pu partir, et dans le vous faites un delete message, ça fail, l'email est parti, ça reste dans la queue. Donc un autre worker peut prendre le message, le traiter, renvoyer un email. Donc vous avez un customer pas content qui reçoit 4 emails de confirmation, il fait c'est quoi ce bazar? Donc ça ne marche pas. Ça m'amène sur un deuxième concept qui est l'idempotence. Qui a entendu parler de l'idempotence? Levez la main bien haut. Plus haut. Oh, okay. Bon, bah c'est bien. Donc l'idempotence, c'est quoi? C'est le fait, pour une action, ça c'est un adjectif. On dit idempotence. C'est le fait pour une action, quand on l'appelle plusieurs fois, de ne pas avoir un résultat qui change. Donc, dans notre cas, par exemple, si on a le worker qui traite les emails, on l'appelle plusieurs fois avec les mêmes paramètres, l'email ne partira pas plusieurs fois. D'accord? Et dans ce cas, on peut dire qu'il est idempotent. C'est aussi simple que ça. Si on prend un cas qui est plus concret, quelque chose que vous manipulez peut-être plus au jour le jour, dans le protocole HTTP, dans le contexte de REST, les méthodes head, get, put, delete, options, elles sont idempotent. Pourquoi? Parce que vous pouvez appeler ces méthodes une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, le résultat sera toujours le même. Vous aurez toujours le même résultat. Et quand, dans le seul cas où ça peut entraîner des actions, genre par exemple pour le put ou le delete, l'action sera faite une fois, et ensuite le résultat sera le même. Si vous mettez un jour avec un email dans un user, avec un put, que vous le fassiez une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, l'email sera toujours le même. Donc comment on peut faire? Cette partie-là ne change pas, toujours pareil, on push dans la queue, ça arrive ici. Et c'est là que ça change un petit peu. On reçoit toujours le message, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va leverage une base de données, comme tout à l'heure. On peut faire un hash du message, donc ça va être un hash unique, vous pouvez hasher le email son contenu, par exemple, l'email et son contenu. Et une fois que ça s'est haché, vous venez de l'insérer en base de données, dans le cadre d'une transaction, et ça vous permet de confirmer que si jamais vous pouvez insérer le hash en base, avec une contrainte d'unicité sur votre ID, vous allez pouvoir confirmer que c'est la première fois que l'email est envoyé. Et dans ce cas-là, vous pouvez envoyer l'email. Et par la suite, vous continuez comme d'habitude, vous faites votre delete message ici. Petite nuance par rapport à tout à l'heure, ici j'ai fait un point catch. Pourquoi? Parce que finalement, le fait qu'on ait cette garantie d'idempotence du worker, c'est point de garantir à 100% que le message est delete. C'est-à-dire que le delete message intervient ici pour des raisons de performance. C'est-à-dire qu'on y arrive du premier coup, deuxième coup, troisième coup, on est garanti qu'on n'enverra pas l'email plusieurs fois grâce à la transaction, à la base, etc. Donc c'est pour ça qu'ici on peut juste le catcher, mettre un warning, await là-dessus, parce que pour info, catch retourne une promesse. Donc on peut await sur un catch. Et puis dès qu'on a fini de faire ça, on va boucler, passer au message suivant. Donc ça, ce serait le moyen que je conseillerais pour faire une implémentation de changement d'email avec un email de confirmation en passant par une DB et par une queue. Donc là, vous allez pouvoir me dire, ok, Aymeric, c'est cool, mais est-ce que ce que tu nous dis, ça marche dans un système qui est distribué? D'accord? L'architecture microservice, c'est très à la mode aujourd'hui. Beaucoup de gens en parlent. Comment ça s'intègre dans une architecture distribuée? Et moi, je vous réponds, oui. Ce qui se passe, l'exemple de tout à l'heure, c'était on avait notre client.
on avait notre API, et derrière, on avait notre API, notre SaaS d'email, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre SaaS d'email, c'est un service en fait. Il n'est pas hosté chez vous, mais c'est un service. Au même titre que votre DB est un service. Le protocole, c'est pas HTTP, mais vous avez un protocole de communication, c'est un service. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous avez votre client qui communique à l'API et aux différents services. Et en fait, quand on parle de système distribué, on change juste le scope de ce qu'est un client. C'est-à-dire qu'ici, le client, ça va être l'application mobile. Et quand vous avancez d'un cran, si vous avez ici un système, une queue par exemple qui stocke des messages, votre client, votre API qui est devenu votre client, prend les messages de la queue et va contacter des services. Donc à son tour, devient un client en fait. Et donc si vous cassez cette chaîne, cette cascade de responsabilité entre vos clients, vous pouvez venir isoler vos systèmes et travailler de manière atomique sur les différentes requêtes que vous avez besoin de faire. Je pense qu'il y a plusieurs choses à retenir qui sont importantes. La notion de délégation, d'ownership, c'est quelque chose qui doit être un mindset et c'est à vous de le mettre en place quand vous développez. C'est pas quelque chose, vous pouvez le mettre en place par la suite, mais si vous le mettez en place dès le début, c'est mieux. N'hésitez pas à leverage, alors ça c'est pour le coup, surtout quand on débute à faire du Node, on n'a pas forcément ces notions. La notion de DB vient assez rapidement parce qu'on a très vite besoin de stocker de la donnée. La notion de queue va venir après. La notion de PubSub, ce genre de choses, ça vient après parce qu'on n'a pas forcément besoin dès le début. Et le problème, c'est que sans ces outils-là, c'est très compliqué de construire des systèmes qui soient distribués, fiables, qui vont faire de l'interaction entre des services, comme on a fait ici. C'est un exemple qui est simple, c'est simplissime. Changer un email, envoyer un email de confirmation, c'est simplissime. Et il y a beaucoup de manières de le faire et pas beaucoup de manières correctes. L'autre point que je pourrais conseiller, c'est de toujours se poser la question, toujours remettre en cause. Vous voyez, tout à l'heure on avait du code, je vous disais, ici c'est bien, ça fonctionne, mais ça, qu'est-ce qui se passe si un jour ça ne marche pas? Il faut toujours penser au pire, et en fait, votre cas qui se passe bien, c'est tous les cas qui existent, moins ceux que vous avez gérés qui se passent mal, et finalement celui qui reste, c'est votre cas nominal, c'est celui dans lequel tout se passe bien. Mais ce n'est pas le cas le plus commun. Soyez idempotent dans vos actions, c'est important. Enfin, j'en peux plus des services qui envoient 3 fois le même SMS ou ce genre de choses. Voilà, il faut mettre une couche de sécurité pour protéger ça. Et encore, si c'est envoyé 3 fois un SMS, c'est pas grave. Si vous faites 3 fois un paiement, c'est plus dérangeant. Donc, ça, c'était l'objet de la dernier point, c'est que comprendre qu'une architecture résiliente, c'est avant tout un assemblage. Donc, si vous avez des systèmes atomiques qui peuvent discuter entre eux proprement, qui passent par des queues, par des DB pour pouvoir arrêter, stopper, ne pas retry, pas envoyer 2 fois la même chose, etc. Après, c'est juste une question d'assemblage en fait. Vous faites des Lego avec des systèmes atomiques. À partir de là, vous avez gagné. Et donc ça rejoint un dernier point qui est que ça peut être appliqué à n'importe quel niveau de l'architecture en fait. Ça, il faut comprendre. La notion de client est relative. Quand vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses et ça va vous aider sur comment architecturer vos services chez vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et avant ça, il y a 3 points que je peux vous conseiller de vous renseigner. J'ai pas eu le temps de les mettre dans le talk, mais c'est la concurrence en système distribué. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous avez 2 personnes qui font un même appel en même temps? Vous voulez faire un seul paiement, vous avez 2 fois la requête qui arrive, etc. Comment on prévient ça? Qu'est-ce que c'est qu'un circuit breaker? Ça, je le recommande très fortement. On parlait de Martin Fowler, on est 2 à le côté ce soir. Et la redondance de manière générale. Donc avec les AZ, Availability Zone, j'ai mis la doc d'Amazon. Google le supporte, Azure le supporte, OVH, Scaleway, ils ont tous leur notion de Availability Zone. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Bon, avant les pizzas, les questions? Oui, il y a des pizzas. Ouais. Pour revenir sur la définition de l'idempotent, pour rebondir un peu sur le talk de vidéo, Ouais. est-ce que du coup un test unitaire doit être idempotent? Ok, alors c'est une bonne question. La question, s'il vous plaît, la question d'Alexandre c'était est-ce qu'un test unitaire doit être ou est idempotent?
à voir. Alors, Tous les tests sont idempotent. ouais, mais ce que je voulais rajouter, c'est aussi que. Alors, il disait que tous les tests étaient idempotent. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que quand tu as un test unitaire, tu fonctionnes en isolation. Et normalement, tu n'es pas censé taper sur des éléments externes. D'accord? Au niveau unitaire. Mais même quand tu remontes, si tu fais un test intégration, un test système ou end-to-end, alors, un test système, c'est différent, parce que tu vas taper peut-être potentiellement sur des vraies infrastructures des fois. Mais en test d'intégration, tu peux taper sur des mocks. Quand tu tapes sur des mocks, tu vas les reset, donc ton test est potentiellement idempotent. Voilà. Mais je trouve que la notion d'idempotent, pour un test, c'est quelque chose qui est difficilement palpable. Enfin, voilà, ça peut le faire, mais c'est pas forcément. Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous avez faim? Ah, question? Ouais, on peut revenir sur les slides avant, et là où il y avait du code. Le code avec. Ça? Ouais. Ouais. On est d'accord? Il y a une typo, c'est ça? Ouais, genre, donc j'ai un queue. Code. T'es là? Là-dedans, donc ici, je sais pas trop où on est dans le worker qui sera peut-être. Ça, c'est un autre fichier qui est même niveau que ça, dans le même process, ouais. Mais ce qui se passe si mon appel, par exemple, mon envoi de mail échoue. Ouais. Ne sera pas remonté au niveau de mon code principal, au niveau de l'appel du point d'appel. En fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai chaîné les deux promesses. Donc ici, tu as la promesse email statut qui est insérée en base, d'accord, sur la transaction qui est définie ici. Et ensuite, j'ai fait un point zen, je sais pas, j'ai fait un point zen là qui va venir exécuter l'appel d'envoi d'email seulement si ça est réussi, d'accord? Ça, je pense que tu as compris. Ta remarque, c'était si ça ici, ça échoue, qu'est-ce qui se passe? Ça, ta remarque, ta question? C'est surtout que, étant donné qu'il y a un update, comment est-ce que je vais faire pour rollback cette transaction-là? C'est mon gros souci. Bon, là, dans le cas de l'envoi de mail, c'est moins grave. Je me dis, bon, si l'email échoue, à la limite, ça, c'est pas trop grave. Mais si je fais appel, par exemple, à Stripe, je crée un utilisateur, je veux lui créer un compte Stripe. Sauf que je vais créer mon utilisateur, je vais en queue un message, et donc le push, lui, va fonctionner, parce que c'est juste un push. Dans la queue, tu veux dire? Le push dans la queue, ouais, ok. Pas de problème. Donc, je vais commit ma transaction, Ouais. sauf que, une fois que je vais processer la queue, bam, je vais avoir le cookie. Exception, je sais pas, en tout cas Stripe me retourne une erreur. Ok, donc ton message, tu le remets, ton message, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, il y aura une délimitation qui est vraiment nette. Donc, cette partie-là, success, tu vas push dans ta queue, et ensuite, tu as fini avec cette partie-là, et tu passes à l'autre partie. Et après, ici, si jamais ton envoi des mails échoue, ton await ici va échouer, ça va throw, ta transaction est rollback, mais ça, c'est des modèles différents, en fait. Enfin, ici, c'est un modèle email statut, là, c'est un modèle user. Donc, en fait, tu vas travailler sur des choses différentes. Là, ici, tu pourrais avoir un modèle Stripe account qui vérifie que le compte a été créé ou pas, tu vois. Oui, du coup, j'ai bien un problème de transactionnalité dans ce scénario-là. En fait, dans ton cas, tu dis que tu as un moment où ici c'est créé et pas sur Stripe. C'est ça? Tu as un moment où tu as les deux éléments qui sont pas en. Le problème, j'aimerais simplement ne pas créer l'utilisateur si ça échoue sur Stripe. Ok, d'accord. Ok, là je comprends. Ok. Alors, du coup, c'est une bonne question. En effet, si jamais tu as une condition, parce qu'en fait, du coup, Stripe, ça devient une condition métier qui est j'ai mon user et tant que mon compte Stripe n'est pas créé, je veux pas que mon user soit créé. Et je veux pas qu'il puisse se connecter, par exemple, voilà. Et dans ce cas-là, en fait, tu reviens à ton cas ici, que tu fais ton appel d'API en base de données, tu appelles ton API Stripe, et si ça échoue, en effet, ici, tu renvoies une erreur, parce que toi, tu as besoin en fait, d'avoir t'as une relation forte entre ton compte en DB et ton compte Stripe. C'est ça qu'en fait, que tu veux garantir. Et donc, du moment où tu as ça, tu ne peux pas passer par une queue, parce qu'il y aura un moment où tu auras ton compte en DB qui sera créé sans ton compte Stripe. Je ne sais pas si... Ouais. Je comprends, oui. Mais voilà. Donc en fait, c'est pas adaptable à tous les cas. Il faut bien choisir ces cas. Et en effet, il y a des cas où c'est pas adaptable. Mais ça peut être par exemple. On peut l'adapter quand même, on peut essayer justement de séparer. Dans le cas de Stripe? Dans ton cas. Quand on fait du microservice, je pense qu'on n'a pas trop le choix. En fait, quand tu fais du microservice, tu vas ici dire par exemple, je crée mon compte en base de données. Et moi, ce que je ferais dans ton cas, par exemple, pour le Stripe, je dirais, OK, on crée le compte de user en base, par exemple. J'ordonne la création du compte Stripe derrière. Et ensuite, toi, tu peux
via un getter, venir dire bah, est-ce que le compte Stripe existe pour ce user. Tu vois, tu as deux services qui sont totalement distincts, un service qui gère les users, un service qui va gérer les paiements, et il peut dire est-ce que tu as un compte de paiement pour ce user. Et du coup, tant que le compte de paiement n'est pas actif, bah, tu n'actives pas toutes les fichiers. Moi, je ferais les deux choses bien distinctes, avec mon compte user qui est mon noyau, et le compte Stripe qui est dissocié, et qui est actif, qui donne accès à des fonctionnalités derrière. Voilà. Ok. Si on en parle plus en détail en haut, voilà. Oui, Voilà. Je peux ça répondre à tes questions. Ça répond, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, bah merci à vous. Puis, c'est chaud, hein? Bon, je vous invite à remonter. Il y a des bières, de la pizza, des softs, voilà. Ok? Merci à vous.